Ravi de vous retrouver pour votre émission Horizon d'Afrique. Et cette fois-ci, j'ai le grand plaisir de vous parler économie. Nous recevons sur ce plateau un économiste sénégalais, Dr El Hadji Mounirou Ndiaye. Docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation et bonsoir. Merci Mohamed pour l'invitation. Je suis très ravi aujourd'hui de vous retrouver et de parler d'économie. Voilà, donc je pense que c'est un sujet d'actualité, vu le contexte économique international et vu le contexte national, les incertitudes, les peurs, les attentes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et les perspectives. C'est important. Alors, comment se comporte aujourd'hui l'économie des pays africains? Je pense que ce que nous partageons en commun au niveau des pays africains, c'est le volet stratégique. Je pense que dans tous les manuels d'économie, vous voyez, on parle de pays émergents, de dragons asiatiques, de BRICS, de Benivem, on parle des pays qui évidemment sont sur les rampes de l'émergence. Et à chaque fois qu'on parle des pays d'Afrique subsaharienne, on dit que voilà, ce qui manque, c'est ces États stratèges-là qui ont permis à l'Asie d'être émergent, à permettre à la Chine d'être aujourd'hui émergente, à l'Afrique du Sud même de figurer parmi les BRICS. Donc voilà, ce que nous partageons chez les pays africains, c'est vraiment ces États. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Nous sommes toujours dans les querelles autour de l'accession et du maintien au pouvoir. Alors que les questions politiques oui, c'est des questions politiques. Toutes ces questions-là, par exemple, quand on prend un pays comme la Corée du Sud, en 1960, la Corée du Sud avait le même PIB par tête que le Sénégal. Aujourd'hui, ils ont multiplié le PIB par tête par 30. Au Sénégal, aujourd'hui, en Corée, quand on choisit un président, ça ne crée pas tout ce bruit-là. Il y a eu beaucoup d'élections présidentielles en Corée depuis 1960, vous n'avez pas entendu de bruit. Mais à chaque fois ici qu'il faut choisir un président, vous voyez les bruits que ça cause, les incertitudes que ça crée, les problèmes liés aux réticences des investisseurs et tout ça, ça fait des blocages qui, véritablement, tirent les économies africaines vers le bas. Vous avez récemment sorti un livre sur lequel vous avez en tout cas présenté votre vision de l'Afrique et puis surtout pour des questions économiques. Si aujourd'hui on devrait faire des investissements dans des secteurs clés pour en tout cas amorcer une autre vision de l'Afrique sur le plan économique, quels sont aujourd'hui ces secteurs-là? D'abord, il faut essayer de voir qu'est-ce qui fait la force des autres. Je me suis amusé dans un de mes ouvrages à faire une simulation en disant que, par exemple, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ne représente que 59% du pétrole mondial. Et pourtant, ils ont créé leur cartel. Ils manipulent les prix comme ils veulent. Et à chaque fois que ça les tente, ils peuvent augmenter ou diminuer le prix en jouant sur l'offre et la demande. Pourquoi en Afrique, par exemple, avec 75% du cacao mondial, il n'y a pas de cartel africain du cacao? Par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est 39% du cacao mondial, le Ghana, c'est 21%, ce qui fait 60%. Vous avez le Nigeria, le Gabon et le Cameroun qui produisent 15%, ce qui fait 75% du cacao mondial en Afrique. Pourquoi il n'y a pas de cartel? Effectivement, parce que les Africains n'ont pas la maîtrise de la logistique industrielle. Si vous avez du cacao et que vous n'avez pas les moyens pour le transporter, vous n'avez pas de plateforme industrielle pour l'exploiter, vous n'avez pas de banque pour trouver les circuits financiers qui sont idoines, vous avez des problèmes. Donc, par le simple fait de la maîtrise de la finance internationale, de la logistique internationale, les multinationales font ce qu'elles veulent sur le plan donc, de la production agricole en Afrique. Il y a toujours des points de chantage sur lesquels ils peuvent activer pour pouvoir nous faire chanter et faire ce qu'ils veulent dans nos pays. Donc toute la problématique d'Afrique, c'est le développement du secteur privé africain. Pour permettre à ce secteur privé africain-là d'avoir la masse critique qui lui permettent de, effectivement, conduire et d'être le moteur de cette marche vers l'industrialisation. Donc, le secteur privé africain, c'est ce qu'il faut développer. Aujourd'hui, le seul maître mot, même dans le PSE du Sénégal, on sait que si les résultats escomptés dans le plan Sénégal émergent n'ont pas été atteints, c'est parce que tout simplement, on n'a pas donné à ce secteur privé le poids qu'il devait représenter dans cette marche vers le développement, dans cette marche vers l'industrialisation, vers l'émergence. Mis à part les situations politiques qui sont aujourd'hui devenues des blocages pour beaucoup de pays africains comme le Sénégal, y a-t-il d'autres défis auxquels sont confrontés les pays africains? Bon, les défis, comme vous le constatez, regardez ce qui se passe au Niger, au Mali, au Burkina Faso, qui sont en train d'enterrer leur coopération avec la France. Qu'est-ce qui a causé cette situation? C'est des liens de coopération très déséquilibrés. Nous le savons tous. Nous savons tous que les liens de coopération qui nous lient avec la France sont déséquilibrés. Nous ne faisons pas partie de ceux qui disent que la France doit dégager. La France ne dégagera pas.
la France restera un partenaire stratégique du Sénégal et de l'Afrique. Ça, nous y croyons fermement. Mais il nous faudrait quand même remodeler, refaçonner cette coopération dans le sens de nos intérêts. Et l'adapter au contexte. Voilà, et l'adapter au contexte et essayer de trouver les voies et moyens pour continuer à collaborer. Moi, je préfère largement la coopération remodelée avec l'Occident que de nous engager dans cette incertitude avec la Chine, avec les autres pays émergents qui sont très voraces en matière de consommation d'énergie, en matière de capter. Ils sont maîtres dans le fait de capter nos économies. Regardez bien la Chine. La Chine exporte une masse importante de produits finis en Afrique, mais toutes ces importations de l'Afrique sont représentées par 70% d'énergie. Ça n'arrange pas les Africains. Donc, il y a un arbitrage à faire entre nous engouffrer dans cette gueule du lion qu'est la Chine, ou bien essayer de remodeler, refaçonner notre coopération avec l'Occident qui pourrait être meilleure si véritablement les calculs et les arbitrages nécessaires sont faits. Je pense que donc aujourd'hui, effectivement, la question politique joue un rôle important. Il faut que les Africains s'organisent davantage. Depuis 1963, nous avons sonné l'Union africaine, nous avons appelé à l'Union africaine en créant l'organisation de l'unité africaine. Par la suite, en 2002, on a vu qu'il n'y avait pas de résultats. On a créé l'Union africaine. Il faut jouer ce jeu-là de la coopération entre Africains d'abord, essayer de développer une coopération commerciale et économique entre les Africains. Je pense qu'aujourd'hui, la démarche était de favoriser les coopérations sous-régionales, telles que l'UEMOA, Union économique et monétaire africaine, ou bien la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou bien, par exemple, la CEMAC au niveau de l'Afrique centrale, et d'autres organisations telles que la OUMA au Maghreb, en Afrique orientale, vous avez des organisations. Donc la démarche était de dire, si ces types d'organisations sous-régionales, d'intégration sous-régionale réussissent, on pourrait migrer progressivement vers une agrégation, donc pour marcher vers l'Union africaine. Mais jusqu'à présent, même au niveau de la CEDEAO, vous entendez tous les remous qu'il y a et toutes les contestations qui ont fait que tout récemment, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décrété qu'ils ne faisaient plus partie de la CEDEAO. Voilà, donc il y a des blocages politiques majeurs en Afrique qu'il faudrait régler. Je pense que dans une perspective très proche, il faut que les États africains sachent que c'est en s'unissant, en parlant d'une seule voix, qu'ils peuvent représenter quelque chose sur l'échiquier économique international. En parlant même des perspectives, c'est qu'aujourd'hui, le contexte mondial tel qu'il est défini est lié à l'avancée des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. Il y a aussi le poids démographique de certains pays comme l'Afrique qui va atteindre les 2,5% d'habitants d'ici 2050. Aujourd'hui, lorsque vous mettez le curseur sur les pays africains, comment est-ce que vous trouvez les perspectives ? D'abord, il nous faudrait faire un bilan. Qu'est-ce que nous avons raté jusqu'ici? Nous avons raté la révolution industrielle. 1760, 1860. Nous avons raté ça. Nous n'avons pas pu quand même, là où l'Angleterre, l'Allemagne, la France, les États-Unis se sont développés à travers l'invention de la machine et des technologies subsidiaires, nous n'avons rien créé en Afrique. On était peut-être des colonies, nous n'avions pas de marge de consommateurs de technologies. Des spectateurs. Nous avons également été, à partir des années 1920, 1925 jusqu'en 1990, nous avons raté la révolution de la chimie et de la médecine. Aujourd'hui, les inventions en termes de chimie, en termes de médecine proviennent d'où? Pas en Afrique. À partir de 1990, il y a eu la révolution de l'informatique, avec donc des technologies, une grappe d'innovation qui a donné la révolution numérique et l'intelligence artificielle. Et jusqu'à présent, les Africains ne sont pas résilients sur le plan des technologies liées à l'information et la communication, à la révolution numérique, à l'intelligence artificielle. Vous, quand vous achetez votre billet d'avion, vous préférez aller sur une plateforme en ligne, à la maison, acheter un billet, payer 16 € de frais, ce qui fait 10 000 francs CFA, et vous avez préféré ça que d'aller dans une agence de voyage sénégalaise qui a des employés où vous payez peut-être 30 à 40 000 francs pour avoir votre billet. C'est moins cher d'aller sur Internet. Et cette plateforme numérique-là, qui vous vend votre billet, n'est pas sénégalaise. Donc, même sous la révolution numérique, nous sommes en train de consommer encore ce que font les autres. Vous voyez, donc, l'enjeu est important. Il faudrait aujourd'hui que l'on sache que la révolution numérique, l'intelligence artificielle est en train de creuser le chômage en Afrique. Il y a un chômage silencieux. Tous les métiers intermédiaires sont en train de disparaître. Métiers de guichetier. Les métiers liés au stock de l'information ont disparu. Tout se fait maintenant. L'information est stockée. Le big data, ce qu'on appelle big data, ça se passe sur le net. Même tout ce que vous voyez comme intelligence artificielle est basé sur cette matière première qui est l'information. Et ces informations sont déjà stockées par les GAFAM, utilisées à bon escient pour leur croissance et pour leur développement. Donc, tous les métiers liés au stock de l'information, à son exploitation,
tous les emplois liés au guichetier. La Société Générale au Sénégal a décrété que d'ici quelques années, elle n'aura plus besoin de guichetier. Mais même les chèques sont lus maintenant, sont exploités par lecteur optique. Vous voyez, au niveau de Auchan, au niveau de Carrefour, beaucoup de métiers vont disparaître. Est-ce qu'aujourd'hui, nous prenons les dispositions pour créer les emplois qui vont remplacer cela? C'est-à-dire que plus on avance, plus on va créer des emplois, c'est vrai, mais ces emplois-là seront annihilés, anéantis par les pertes d'emplois. On dit que le progrès technique crée du chômage, mais que la création des machines et leur fonctionnement vont générer les emplois. Mais si vous êtes consommateur de technologie, et même pour faire fonctionner certaines technologies, vous faites appel à des ingénieurs étrangers. Mais la révolution numérique et l'intelligence artificielle ne sera qu'un creusement effarant du chômage et l'aggravation des problèmes sociétaux que nous avons actuellement. Important. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre interview, Monsieur El Hadji Mounirou Ndiaye. Je vous donne l'occasion, en tout cas, de faire passer un message, si ça vous dit, un mot à faire passer aux pays africains. Effectivement, je pense que nous, on a été toujours alertes et nous avons toujours fait des publications pour appeler les Africains à l'unité. Je pense qu'aujourd'hui, la question monétaire revient à chaque fois. Nous ne pouvons pas émerger dans les configurations monétaires actuelles. Il faudrait que l'on pense, pas brutalement, couper le lien que nous avons avec la France à travers le franc CFA, mais tout de suite sonner un processus réfléchi qui va nous permettre de migrer progressivement vers une autonomie monétaire, qui nous permettra d'avoir le secteur financier approprié qui permettra aux Africains de faire face aux défis liés au financement de leur développement. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être dans d'autres circonstances et dans d'autres occasions, nous aurons l'occasion de développer. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers la chaîne Eric Favre TV. Continuez en tout cas de s'abonner et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro d'Horizon Afrique.